Vous l'aurez compris, la rénovation des copropriétés est un des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, Bordeaux et sa métropole qui nous accueillent aujourd'hui l'ont bien compris. Nous avons en direct avec nous Xavier Latortue. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission rénovation énergétique copropriété à Bordeaux Métropole. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, en 2 mots, quelles sont les caractéristiques et les spécificités du parc en copropriété de la métropole ? Alors, oui, en effet, je suis chargé de mission rénovation énergétique des copropriétés. Donc, les copropriétés sur Bordeaux Métropole sont largement concentrées sur la ville de Bordeaux, Oui. avec près de 80% des copropriétés qui sont sur Bordeaux. On est, en termes de logement, la copropriété sur la métropole représente à peu près un tiers des logements. Et on est aussi sur des copropriétés qui sont vieillissantes. Donc, il faut savoir qu'on a à peu près 70% des copropriétés qui ont été construites avant 1975. Enfin, on a aussi des petites copropriétés. Donc, 3/4 des copropriétés ont moins de 12 logements. Et on a seulement 250 très grandes copropriétés qui ont plus de 100 logements. Donc, dont le Pontet qu'on va avoir tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et ensuite, en termes de propriétaires, on a une caractéristique qui est assez importante dans notre stratégie de rénovation. C'est le fait qu'on a une large proportion de propriétaires bailleurs. Donc, il faut savoir que sur la métropole, on a 70% de copropriétés qui sont détenues par des copropriétaires bailleurs. Mmh. Et sur les copros qui ont moins de 30 ans, ça passe à 80%. Faut savoir aussi que près d'un tiers de ces propriétaires bailleurs vivent en dehors de la Gironde. Donc, ce que veut dire cette donnée, c'est qu'on a d'une part sur des vieilles copros un fort potentiel de rénovation. Oui. Qu'on a aussi des petites copros, donc tout ce qui est prestations intellectuelles, de bureaux d'études, d'architectes, d'AMO, le reste à charge par copropriétaire devient élevé. Et enfin, des propriétaires bailleurs en proportion importante, c'est aussi potentiellement des difficultés pour les impliquer dans les projets de rénovation et du coup pour passer à l'acte de la rénovation énergétique. Et ça demande évidemment un gros travail, hein. Tout à fait. Alors C'est un justement, travail. Oui. oui, alors justement, on va parler des ambitions parce que je suppose que la métropole s'est fixée, en tout cas, des ambitions pour le territoire. D'abord, quelles sont ces ambitions et comment vous comptez les atteindre ? Alors, on a un objectif très ambitieux, c'est de faire de Bordeaux Métropole une métropole à énergie positive en 2050. Pour cela, il faut savoir que le logement, c'est le premier poste de consommation énergétique de la métropole. Vu que la copropriété représente un tiers des logements, on peut se dire qu'on a à peu près un tiers des consommations, pour être très caricatural, qui viennent de la copropriété. On a donc un objectif crucial qui est de massifier la rénovation énergétique sur des travaux ambitieux, sur des travaux de qualité pour atteindre ces niveaux. À ce titre, la rénovation énergétique en copropriété, c'est aussi une priorité parce que c'est complexe. Oui. On est sur de la prise de décision collective, on est sur des questions de gouvernance et techniquement, on a aussi plus de complexité technique parce qu'il y a beaucoup plus d'interfaces entre les logements, dans les systèmes énergétiques, dans les systèmes de chaleur, etc. Donc, on est vraiment sur des projets complexes qui, en plus, ne sont pas forcément reproductibles d'une copropriété à une autre. Bien sûr, donc il faut d'abord une cohésion, on est d'accord, il faut une cohésion globale avec tous les acteurs qui participent à ce type de rendez-vous, en tout cas important. Tout à fait. Une de nos priorités, c'est vraiment de faire travailler l'ensemble des acteurs et l'ensemble de la chaîne. Donc, du copropriétaire au syndic, en passant par les financeurs, les banquiers, les assistants à maîtrise d'ouvrage, les entreprises, les assureurs, mais aussi les caisses de retraite sur certains publics. Oui, bien sûr. En effet, oui. C'est difficile de les mettre tous d'accord sur ce type de projet compliqué et complexe, mais si ambitieux finalement. Alors, c'est toujours difficile de se mettre d'accord, beaucoup d'acteurs. Oui, bien sûr. Parce que chacun a des contraintes, chacun a des priorités. Mais on est aussi là pour ça. On a aussi des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont là pour ça. Mais ce qui est clair, c'est que tout le monde partage le même constat. C'est que la rénovation énergétique, c'est nécessaire pour atteindre des objectifs environnementaux, pardon. Mais c'est aussi c'est pas grave, nécessaire pour les copropriétaires. C'est aussi, pour les copropriétaires, c'est aussi un gain de confort.
C'est aussi une valorisation de leur patrimoine. Oui. Pour les syndics, c'est aussi une valorisation des copropriétés qu'ils gèrent. D'un point de vue économique, pour la métropole, c'est aussi une activité qui crée beaucoup d'emplois, la rénovation énergétique. Donc finalement, tout le monde est gagnant sur les projets de rénovation énergétique, même s'il y a un investissement à faire. Derrière, c'est aussi de la réduction de consommation énergétique, du gain en confort. Et au final, tout le monde peut y trouver son gain. Oui. Notre priorité, c'est vraiment de comprendre les contraintes et le moteur de la motivation des différents acteurs. Bon, alors justement, Xavier Latortue, vous allez rester avec nous parce qu'on a encore plein de questions à vous poser sur ce magnifique projet. Je vous propose justement d'accueillir ensemble Alexandre Sévenet. Bonjour Alexandre. Bonjour Kenza. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Nepsen, dont la filiale Aquitaine qui a géré la maîtrise d'œuvre de la résidence Le Pontet, qu'on va découvrir dans quelques instants. Alors d'abord Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots sur Aquitaine et Nepsen, parce qu'on a envie de savoir qui vous êtes. Nepsen, c'est un des acteurs historiques de la performance énergétique du bâtiment. Et Aquitaine, c'est notre filiale bordelaise. Donc notre métier, c'est d'être des éco-énergéticiens. C'est beau comme mot. Ouais, c'est un beau métier. C'est un mot qu'on s'entraîne beaucoup à dire sans fourcher. Un éco-énergéticien, c'est quoi? C'est un spécialiste de la rénovation énergétique et de la performance énergétique durable. Très concrètement, ça veut dire qu'on accompagne en fait les clients depuis tout en amont la phase de décision, donc de stratégie patrimoniale, d'audit énergétique, jusqu'à tout en aval la phase d'optimisation de l'exploitation du bâtiment, en passant par l'essentiel de nos activités, qui est la maîtrise d'œuvre de réhabilitation, donc comme on l'a fait au Pontet, à Pessac, tout corps d'État, puisque une maîtrise d'œuvre de réhabilitation, ça peut fonctionner si on maîtrise vraiment tous les enjeux qui sont associés, donc les enjeux techniques bien sûr, mais les enjeux aussi réglementaires, les enjeux économiques, et puis des enjeux aussi politiques en matière de copropriété, c'est essentiel. Donc nos ingénieurs sont formés à ça et accompagnent les clients sur tout le cycle projet pour leur donner une vision globale et leur donner les clés de la décision en fait. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble justement cette fameuse résidence Le Pontet dont vous nous parlez justement, et on va justement regarder ce reportage signé Nicolas Tarade qui va nous éclairer justement sur cette fameuse résidence. Bien, bienvenue à la résidence du Pontet. C'est un ensemble immobilier de 300 appartements qui est dans un cadre sympathique avec un cadre, un environnement de verdure de 6 hectares. Soyez les bienvenus. Trois lettres, BBC, pour un chantier d'ampleur, une rénovation énergétique exemplaire, un bâtiment, aujourd'hui basse consommation, qui ravit les habitants des 300 logements que compte la résidence Le Pontet. Avant les travaux, le bâtiment était un beau bâtiment, c'était un bâtiment cossu, de très très bonne construction. C'est aussi la construction des appartements qui sont exceptionnellement spacieux. Et évidemment, c'est le calme de la résidence. Ce calme a été un peu modifié après 1977 par la construction de la rocade. Donc, comme je suis dans le fond de la résidence, je suis plus impacté que ceux qui sont au milieu de la résidence. Mais enfin, voilà, la résidence reste calme et sympathique. Un parc de 6 hectares, un terrain de foot, de tennis, une aire de jeu pour les enfants. La résidence Le Pontet a de quoi rendre jaloux des citadins en manque d'espace. Ce qui a motivé ma venue à moi, c'est le parc que vous avez en face de vous qui fait 6 hectares, qui m'a décidé, donc qui a fait à faire le choix de venir habiter ici. Une copropriété où chaque maillon a été essentiel et indispensable pour mener à bien ce projet de rénovation énergétique. Il constitue d'ailleurs, on le dit, on le répète, l'un des exemples phares de la rénovation BBC sur le territoire de la métropole bordelaise, de quoi inspirer d'autres copropriétés présentes aux alentours.
Vous l'avez évidemment remarqué, hein, la quiétude et la sérénité semblent régner, en tout cas au sein de cette résidence. Alors justement, Alexandre Sevenet, un petit mot sur la résidence avant les travaux, parce que je crois que ça ne ressemble pas du tout à ça, hein, maintenant. Enfin, avant, surtout. Oui, alors c'était quand même une belle résidence. Hein. Ah, quand même. Oui, c'est une résidence qui est bien entretenue, qui est dans un parc très agréable, avec des gens qui ont bien fait les choses historiquement. Donc c'est pas un schéma qu'on peut retrouver classiquement d'une résidence dégradée, voilà, donc en péril, pas du tout. Ce qui est souvent le cas, pardonnez-moi. Ouais, c'est très souvent sur le cas. La majorité des opérations. Quand on voit l'avant et l'après, on se dit l'immeuble il est arrivé à un stade où il faut faire quelque chose. Hein. Oui, absolument. Là, ce n'est pas le cas, et c'est justement en ça que c'est particulièrement exemplaire. En fait, c'est que ça peut s'appliquer peut-être plus facilement à beaucoup plus d'opérations. Effectivement. Donc voilà, des copropriétaires impliqués, une grosse résidence, 300 logements, 10 bâtiments de R+5 à R+8, construite de 67 à 71, donc avant la première réglementation thermique, ce qui est important, parce qu'on retrouve par exemple des menuiseries simple vitrage extrêmement fines, comme vous pouvez trouver dans les constructions de cette époque-là, et une surface totale de l'ordre de 27 000 m². Chauffage collectif au gaz, par contre, chauffe-bain individuel pour la production d'eau chaude sanitaire. Alors, concernant la genèse du projet de rénovation, comment l'idée de faire des travaux de rénovation globale est-elle née finalement ? C'est une copropriété qui s'est posé des questions assez tôt sur la notion de rénovation énergétique, puisque dès 2013, ils ont fait un audit. Oui. Puis ensuite, donc, cet audit était, comme beaucoup d'audits, un petit peu resté dans les limbes, sans savoir déclencher d'action. Bon. C'est ça. Et là-dessus, l'ALEC s'est saisi du sujet, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat les a accompagnés, les a amenés à retravailler un peu cet audit de l'époque, jusqu'à avoir en 2016 5 scénarios possibles. Et à lancer une maîtrise d'œuvre. Et c'est là qu'effectivement Aquitaine, notre filiale, est arrivée. Alors bon, pour la petite histoire, Pessac, c'est une très belle ville à côté de Bordeaux. C'est vrai. Voilà, très agréable, qui amène au bassin d'Arcachon, voyez, donc une ville très belle région, très agréable. Et la résidence Le Pontet est une des grosses résidences de Pessac, donc un projet assez emblématique pour Bordeaux Métropole et pour la ville de Pessac aussi. Donc ce projet a démarré par une phase de diagnostic assez importante, où en fait on a repris tous les calculs qui avaient été faits dans les diagnostics, mais avec notre œil de maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'un diagnostic peut parfois être un petit peu théorique, les préconisations qu'on fait sont pas toujours réellement applicables. Voilà, là, quand on les fait nous avec l'œil du maître d'œuvre, forcément on est sur des choses qu'on va devoir assurer derrière et concevoir, puis faire réaliser. Donc on prend des hypothèses qui sont issues de notre longue expérience du terrain, ce qui nous a permis d'aboutir à 3 scénarios différents, et le scénario le plus ambitieux, qui était le scénario BBC Rénovation, a réussi à passer. Alors on reparlera un petit peu tout à l'heure avec Pierre des problématiques de décision en copropriété. Ce qui a réussi à faire passer ce scénario, c'est clairement un appui très très fort de Bordeaux Métropole, évident. Et une particularité aussi, on va parler du financement peut-être après, mais c'est que, comme le disait l'un des copropriétaires, ils sont à côté de la rocade. Et donc, comme certaines résidences situées près de zones à fort bruit, il y a des aides acoustiques qui existent. Et là, sur un peu plus de 6 millions d'euros de travaux, ils ont quasiment eu 1 million d'euros d'aide au titre de l'isolation acoustique. Donc, ce qui est pas mal. Voilà, loin d'être négligeable sur le montage global du projet. Alors, Xavier Latortue, vous avez sans doute un commentaire, un complément à donner justement par rapport à ce que vous disiez. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un projet qui démarre en 2013. Donc, comme l'a dit Monsieur Sevenet, voilà, avec 5 scénarios de travaux. Dans un premier temps, il comptait échelonner ces travaux dans le temps. Et c'est finalement cette rencontre et ces échanges avec l'ALEC qui commencent à leur faire germer l'idée de concentrer tous ces travaux dans un bouquet d'une seule phase de travaux finalement. Pour avoir plus d'aide et pour aussi optimiser les coûts des travaux, notamment sur certains postes comme les échafaudages. Et donc en 2015, il y a cette rencontre avec l'ALEC, et par la suite, il y a une actualisation de l'audit, une réorientation vers un projet BBC. Et donc voilà, j'insiste sur le rôle de l'ALEC, sur l'agence locale de l'énergie et du climat, qui est là pour apporter un conseil, une orientation neutre auprès des conseils syndicaux et des syndics, et qui est souvent là pour débloquer des situations et réorienter certains projets qui, après un audit ou un DTG, comme l'a dit M. Sevenet, sont parfois un peu dans les limbes et restent un peu bloqués. Alors justement, Alexandre Sevenet et Xavier Latortue, je vous propose justement la suite du reportage concernant cette résidence Le Pontet. Justement, quelle rénovation ? Eh bien, pour répondre à cette question, on regarde tout de suite le reportage de Nicolas Tarade.
il a été opéré une isolation par l'extérieur. Donc il a été mis en place 15 cm d'isolation sur l'ensemble des façades extérieures qui a permis d'apporter un gain énergétique. Donc on vise un objectif de 50% de réduction des consommations énergétiques. Mais au-delà de ça, on apporte, grâce à cette isolation, du confort hivernal et estival. Grâce à ce matelas thermique, on arrive à obtenir des températures beaucoup plus acceptables l'été. Et puis il y a une isolation acoustique qui s'opère grâce à cette isolation par l'extérieur. En plus de ces travaux, on est venu isoler les planchers bas par une isolation par flocage en partie basse des caves, ce qui a permis d'améliorer le confort des occupants, notamment ceux des étages inférieurs. On est venu également remplacer une grande partie des menuiseries, donc ça a fait l'objet d'un questionnaire très précis, complété par des visites chez la majorité des copropriétaires, pour s'assurer que les menuiseries correspondaient à leurs attentes, avec la possibilité de mettre en place des volets roulants, électriques ou manuels, et adapter les menuiseries en conséquence. Donc ces menuiseries ont permis à la fois d'atténuer l'acoustique, les bruits extérieurs, mais aussi d'apporter un confort pour les occupants. Toujours réduire les consommations énergétiques, c'était notre priorité. Alors Alexandre Sévenet, on peut dire que c'est un sacré chantier, hein. Isolation thermique par l'extérieur, isolation des planchers bas, remplacement des menuiseries. Concrètement, en quoi ces travaux consistent-ils exactement, pour qu'on comprenne un petit peu mieux? Jérôme a pas mal détaillé. L'idée dans un projet performant, c'est d'agir d'abord sur l'enveloppe du bâtiment, de diminuer les besoins, de faire en sorte que la déperdition par les parois, par les menuiseries soit la plus faible possible. Oui. Parce que ça, c'est du passif en fait. Une fois que c'est fait et bien fait, on a un bâtiment qui, derrière, va consommer durablement beaucoup moins. Donc c'est la sobriété avant tout. Donc dans le cas d'espèces, l'aide notamment acoustique permettait de changer des menuiseries pour mettre des menuiseries très performantes. Et là pour le coup, quand vous passez vous avez que l'immeuble est assez vitré, assez lumineux. D'ailleurs les appartements sont assez agréables. Oui. Quand vous passez comme ça de simples vitrages menuiserie bois à des menuiseries thermoacoustiques performantes, vous changez du tout au tout. Vous n'avez plus la sensation de parois froides. Grosse économie d'énergie. Donc le premier lieu, c'est l'enveloppe, et c'est là où beaucoup de choses sont à faire effectivement ensemble. Comme le disait Monsieur Latortue, en rénovation globale, on fait des économies en fait. Oui. Au-delà du fait qu'on a plus d'aide, ou on avait plus d'aide à l'époque, parce que c'est quand même en train d'évoluer. Ils ont eu raison d'agir à l'époque. On agit d'abord sur l'enveloppe et on fait tout en même temps, ce qui permet de faire des économies. Et après, on travaille sur les équipements techniques. Donc là, essentiellement sur les chauffe-bains pour la production d'eau chaude sanitaire. C'est un enjeu. Les Français utilisent de plus en plus d'eau chaude sanitaire. Donc passer de petits chauffe-bains individuels à des chaudières beaucoup plus performantes permet de faire des économies assez conséquentes. Donc clairement, les bénéfices pour les copropriétaires ne sont pas négligeables. On peut en citer quelques-uns, je crois. Ah oui, là sur une opération comme ça, c'est vraiment une opération très intéressante. D'abord environnementalement, on a fait plus de 50% d'économie d'énergie, donc c'est autant de CO2 en moins dans l'atmosphère, et c'est ça notre métier chez Nepsen, c'est de lutter contre le changement climatique par la sobriété énergétique. Donc là, on est content quand on fait une opération comme ça. Globalement, l'économie d'énergie annuelle qui va être faite sur cette opération correspond aux consommations d'énergie totale de 40 foyers à peu près. Voyez, donc c'est pas neutre du tout. Donc ça c'est un premier bénéfice. Et de plus en plus les copropriétaires ils sont sensibles. Je dois avouer que c'est pas forcément ce qui fait déclencher les décisions. Donc là on est sur des bénéfices plutôt d'ordre économique. Et là d'un point de vue économique, le coût était de l'ordre de 20 000 euros par logement, un petit peu plus. Oui. Les aides à peu près la moitié, donc il restait 10 000 euros à charge par logement. On commence à connaître un peu dans le résidentiel la valeur verte, la valorisation du mètre carré quand on a un bâtiment qui effectivement est plus performant. Donc là, ils sont passés d'une étiquette qui était quasiment D, ils étaient à la limite entre C et D, à une étiquette B, donc BBC Rénovation. Globalement, ça leur fait une valorisation au mètre carré de l'ordre de 10% à minima. Sur la résidence, le prix moyen du mètre carré, c'est 3 200 euros. Vous prenez un 60 mètres carrés, globalement, vous gagnez 20 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, dès que les travaux sont terminés, même si vous avez payé 10 000 euros, il y a une plus-value de 10 000 euros que vous avez déjà dans votre poche. Incroyable. Sans compter ensuite, tous les mois, l'économie d'énergie qui est, selon les logements, de 30 à 60 euros. Donc voilà, globalement, c'est une opération financièrement hyper gagnante. Et puis après, en qualité de vie, vous habitez un bâtiment qui est réhabilité, vous avez plus froid, vous êtes bien. Voilà. C'est vraiment des avantages non négligeables.
Il y en a d'autres, on en citera tout à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est, on reparlera du processus de décision, mais des décisions comme ça sont prises souvent à une courte majorité, alors qu'en fait tout le monde est ultra gagnant. Voilà. Merci Alexandre. Je vous propose d'ailleurs à présent d'accueillir notre troisième invité, Pierre Évrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Bonjour Alexandre, vous allez bien? Très très bien. Merci d'être avec nous Pierre. Vous êtes déjà venu la semaine dernière, je crois. Oui, c'est toujours un plaisir. Vous êtes comme à la maison maintenant. Un mot tout d'abord sur cette rénovation, Pierre, ambitieuse et plutôt réussie, on peut le dire, de la résidence Le Pontet, vous confirmez. Très ambitieuse, très très belle, oui. Un bel investissement, un très très beau projet, donc une copropriété quand même très ancienne, où justement il peut y avoir parfois peut-être un sentiment, pas un sentiment de rejet, mais une petite appréhension pour engager vraiment quelque chose de très très lourd en termes de travaux, et là ils ont fait le nec plus ultra. Donc on arrive avec le bien tel qu'ils l'aiment, mais avec des performances actuelles. Donc voilà, magique, quelque chose d'excellemment pertinent. Ouais. Et puis après, ce qui est pas mal, c'est que y a une réglementation. Et quelque part, là, voilà, qu'on se dise les choses. Ils ont pris 29 ans d'avance. Parce qu'avant, globalement, on avait des obligations, mais qui ne déclenchaient que quand on faisait des travaux. Donc il y avait la réglementation thermique dans l'existant, il y avait un décret sur les travaux embarqués, où on embarquait l'isolation dès qu'on faisait des travaux un peu plus importants. Et tout a changé en 2019 avec la loi énergie-climat. Oui, justement, petit rappel de ce que c'est. Alors, la loi énergie-climat, c'est un calendrier. C'est un calendrier qui donne... Mais oui, parce que voilà, parce que ça va faire bouger. Mais oui, Kelsa, parce que ce calendrier, il est magique. Vous êtes tellement positif, Pierre. Mais non, mais c'est vrai. Quand Xavier, on rembobine. La loi énergie-climat, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'ensemble du parc sera rénové au niveau BBC à l'horizon 2050. Oui. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Priorité sur les années qui viennent, jusqu'en 2028, l'éradication des passoires énergétiques. Donc les biens qui sont classés F et G. Alors je suis désolé pour le terme passoire, avant, on parlait d'épave, voilà, donc on a gagné un petit peu. Mais donc on a un cadre qui est donné, on a une ligne de conduite, on a un objectif. Et à l'heure actuelle, il y a un projet de loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui est en discussion. Il y a 7200 amendements quand même à l'heure où on parle. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette loi? Elle nous dit que déjà, le planning de la loi énergie-climat sera maintenu. Et là, elle met des mesures, des contraintes. Oui. Ce n'est pas des mesures coercitives, mais c'est des contraintes. Et quand Xavier parlait justement de la position des copropriétaires bailleurs qui, quelque part, sont un petit peu désengagés des travaux, ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments de cette loi font demander énormément de choses aux bailleurs. Ça veut dire que les bailleurs, clairement, peuvent être en situation de risque sur leurs biens immobiliers. Parce qu'ils ne pourront pas louer, ils ne pourront pas faire certaines choses. Déjà, les augmentations de loyers en zone tendue, voilà, ça y est, tout est en train de changer. Quand on sait que 60% des lots d'habitation en copro, c'est de la location, on sent clairement que, voilà, justement, c'est pour ça ce certain emballement, parce que ça va nous aider concrètement. Alors, juste... Oui, ce cas où la valeur verte en fait donne une valorisation du capital, c'est-à-dire du bien lui-même dès que les travaux sont réceptionnés, c'est loin d'être unique. Et ça, pour le coup, tous les propriétaires bailleurs devraient y être sensibles. En fait, s'ils votent positivement dans des opérations de ce type, leur capital, leur bien, leur investissement est valorisé dès que l'opération est terminée. Voilà. Oui, alors justement, messieurs, au-delà de ces facteurs qui sont importants et que vous nous énumérez depuis tout à l'heure, venons-en à présent aux facteurs clés de réussite d'une rénovation globale qui semble finalement faire l'unanimité auprès de tous les acteurs. On regarde ? Ça, c'est la priorité numéro 1 pour un chantier en copropriété. Effectivement, il faut s'adapter, il faut être très présent, il faut répondre aux attentes des propriétaires, il faut être capable d'agir dans la matinée ou dans l'après-midi pour se déplacer sur site, pour répondre par téléphone, pour faire interagir tous les parties prenantes sur le projet. En fait, le télétravail qui est largement pratiqué, donc ça nous a été remonté et donc il a fallu s'adapter. Donc tous les travaux qui avaient un impact au niveau sonore ont été décalés sur les périodes du midi et tôt le matin et plus tard dans l'après-midi, ce qui a permis de s'adapter, laisser les gens travailler. Et puis on a aussi revu l'ensemble du planning pour organiser différemment les travaux
et faire les tâches plus bruyantes sur ces périodes-là et les tâches, disons, moins bruyantes sur le reste du temps, donc en matinée, en après-midi. C'est une relation de partenariat, puisque notre syndic, nous sommes partenaires, ça fait 27 ans. Moi, j'étais même pas là quand le syndic est rentré en fonction. Nous avons une relation de partenariat qui est basée sur la recherche d'efficacité. C'est-à-dire ? La recherche de l'efficacité, je m'entends, au niveau du fonctionnement, au niveau de la recherche d'économie, au niveau de la relation avec les différents interlocuteurs que nous avons avec le syndic, et jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé. Alors, c'est vrai que nous sommes connus pour être un conseil syndical très exigeant sur tous les plans, au niveau de la présence, au niveau du suivi. Voilà, donc nous avons moi j'ai toujours dit, on a le syndic que l'on mérite. C'est-à-dire que si on laisse la bride sur le cou à un syndic, eh bien c'est tout à fait humain. Il peut y avoir un laisser-aller qui n'est pas forcément dans le but de nuire à la copropriété, mais quand je dis qu'on a le syndic que l'on mérite, ça veut dire qu'il faut être vigilant, il faut être demandeur, il faut aller jusqu'à être exigeant, aussi exigeant que l'on peut se permettre de l'être. Ah, il est indispensable. Il est indispensable. Je pense que ce projet n'aurait pas été possible sans une collaboration parfaite entre le syndic et le conseil syndical, puisque les travaux ont été adoptés en assemblée générale, mais ont été adoptés à une courte majorité. Donc il a fallu vraiment convaincre les copropriétaires, et je pense qu'on n'aurait pas pu convaincre les copropriétaires si ces derniers n'avaient pas senti la parfaite collaboration entre nous. Pierre, syndicat copropriétaire, le binôme gagnant, c'est aussi la pierre angulaire, on peut le dire, de chaque projet de rénovation. Un mot sur le rôle des syndics et leur expertise, surtout en matière de rénovation de copropriété. Voilà, pierre angulaire, parce que quelque part, le syndic va accompagner le syndicat de copropriétaires et globalement des volontés individuelles pour aller vers un objectif commun. Et on se rend compte qu'en effet, il est vraiment au centre de beaucoup de choses. Et à l'heure actuelle, clairement, donc les travaux, il connaît. Il y a une spécificité quand même sur la rénovation énergétique. Peut-être un espèce de brouillard qui fait qu'il faut démystifier tout ça, mais voilà, ils sont à même de prendre en compte cet élément-là, d'échanger avec différents partenaires, différents sachants, parce qu'un projet comme ça, en effet, il y a un bureau d'études, il y a de l'intelligence qui est mise dedans. Quand on voit la thématique, par exemple, des travaux en site occupé. Comment l'impact des travaux, quel va être l'impact des futurs travaux sur les occupants? Clairement, qu'on se dise les choses. Alexandre, c'est ce qui peut faire planter un projet de rénovation. Alexandre, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord? Tout à fait. Voilà. Le rôle du syndic est majeur. En fait, quand on a un syndic qui ne s'implique pas dans le projet, on n'a aucune chance qu'il aboutisse. Voilà. Et vraiment, on s'aperçoit qu'un syndic qui tient ses copropriétaires, c'est en assemblée générale les orienter et non pas les manipuler, parce que c'est bien dans leur intérêt, mais les orienter vers les bonnes décisions pour la copropriété. Alors, ils sont en train de s'outiller, clairement, ne serait-ce qu'avec ce programme des coprovertes. Il y a quand même une quinzaine de formations, des plus simples aux plus poussées, mais vraiment voilà, extrêmement poussées. Selon les besoins de chaque... Selon les besoins, les envies, l'appétence. Après, aussi, la copropriété, c'est 21% du parc, c'est plus de 8 millions de logements, et quelque part, la filière du bâtiment, on est en clairement une crise sanitaire, une crise économique, un besoin de relance. Ce coup-ci, si en 2008 c'était un peu les entreprises, en 2011 c'était un peu les énergéticiens, voilà, les syndics ont compris qu'en 2021, c'est au métier de l'immobilier de prendre en main les choses. C'est pour ça qu'il y a eu des engagements. Il y a notamment un engagement qui a été pris par la FNAIM, l'UNIS et Pluriance pour engager la rénovation de 50 000 rénovations. Voilà, donc vraiment, il y a une envie d'avancer.
il y a les outils pour avancer et on se rend compte justement que il y a tout l'outil législatif, réglementaire qui est en train de, quelque part, de guider tout le monde vers un objectif commun. Quelque part, nous sommes les copropriétaires d'une très belle copropriété au niveau national. Alexandre Sévenet, vous voulez rajouter quelque chose avant de nous quitter parce que je sais sur l'aspect un peu légal qu'évoquait Pierre tout à l'heure, il y a quand même un tout petit manque que j'évoque, j'en profite parce que j'ai une tribune, c'est la réglementation thermique dans l'existant. En fait, on est sur une réglementation dans le neuf qui va être bientôt applicable, qui est très ambitieuse, qui est une des plus ambitieuses au monde, et tant mieux, puisqu'elle intègre au-delà de la performance énergétique les émissions de carbone liées à l'acte de construire, c'est une excellente chose. Et on n'a pas du tout l'équivalent dans l'existant. La réglementation thermique dans l'existant date de 2008, elle a été un petit peu remise à jour en 2013, mais légèrement toilettée. Et aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Voilà. Donc autant dans le tertiaire, il y a des textes légaux très incitatifs qui viennent de sortir, autant dans le résidentiel, et notamment les copropriétés, on manque un petit peu d'arsenal légal pour pousser tout ça. Bon, à contrario, ça fait maintenant quand même 15 à 20 ans que les politiques publiques sensibilisent tous les propriétaires ou les locataires à la nécessité de performance énergétique du bâtiment. Et on arrive à un momentum où certes les aides descendent un petit peu par rapport à ce qu'il y avait encore il y a quelques années, mais il en reste quand même beaucoup à aller chercher, je crois que vous allez en parler après. Il y a quand même de quoi se faire accompagner financièrement. Mais surtout, on a de plus en plus de gens qui sont concernés par le sujet, qui ont envie d'agir parce qu'ils ont été sensibilisés pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si on leur avait demandé ou si on les avait obligés à faire quelque chose il y a 15 ans, ça ne serait pas passé. Oui, l'écho n'aurait pas été le même. Voilà, maintenant ils ont conscience, ils vont faire. Je fais souvent le parallèle avec les radars. Si on avait mis des radars sur les routes en 1983, comme on a fait en 2003... Peut-être qu'on l'accepterait plus aujourd'hui, ça n'aurait pas été accepté. En 2003, il y a eu des radars. On ferait l'émission radar, bien sûr. Spécial radar, si vous le souhaitez. Et grâce à ça, on arrive à moins 5000 morts sur la route. Voilà. Très bien. C'est un autre débat, on est d'accord. Hein. C'est un autre débat, mais l'impact du contrôle et de la réglementation est nécessaire. Vous avez raison. Voilà, en particulier le contrôle sur les travaux. Très bien. Je crois que vous allez partir là, vous prenez votre voiture ? Non, je suis en scooter électrique. Ah, bravo, bravo. Vous êtes un vrai exemple, vous, du début jusqu'à la fin. Alors, merci on beaucoup. essaie d'être cohérent. Merci beaucoup, Alexandre Sévenet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du groupe Nefsen. Merci encore d'avoir été avec nous. Pierre, vous restez avec nous. Oui, on a encore plein de choses à se dire, n'est-ce pas? Alors justement, autre pierre angulaire concernant ce type de projet, et pas des moindres, qui est donc le financement. Rappelons que cette rénovation a coûté plus de 6 millions d'euros, dont 50% ont été financés par des aides et des subventions. Les travaux d'ailleurs sur la résidence Le Pontet ont été réalisés avec le soutien financier du programme d'investissement d'avenir. Tout ça, c'est en images tout de suite. Ce projet a pu bénéficier, et je me permets de le dire parce que c'est un vrai levier quand même pour ce type de projet, de financement exceptionnel. Je le disais tout à l'heure, du programme d'investissement d'avenir Ville de demain, dit Écocité 2, qui est un programme de l'État qui est géré par la Banque des Territoires. La Banque des Territoires qui en fait a confié à Bordeaux Métropole l'administration d'une enveloppe pour en tout cas accompagner financièrement ce type de projet BBC. Et qui a permis donc de financer ce projet à hauteur de 35% des économies d'énergie, des travaux d'économie d'énergie, à hauteur donc de 1,5 million sur les 6 millions du projet, ce qui est un levier important évidemment pour la concrétisation du projet. Et associé en fait aux autres aides de droit commun de l'ANA, des C2E, etc., tout ce dont on vous parlera je pense ultérieurement, on arrivait quand même à diviser la facture par deux. Et donc à permettre d'aboutir à un reste à charge acceptable pour les copropriétaires. Donc ça c'est important parce que c'est la première question que se posent les copropriétaires quand on se lance dans ce type de projet complexe, combien ça va me coûter, comment je fais pour y arriver. Donc voilà, on s'entoure, on essaie de s'inscrire dans les dispositifs au moment où on peut s'en saisir et normalement on peut aboutir. Et on en voit le résultat aujourd'hui en tout cas. Il est important de faire un projet parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire que ça répond à un besoin de rénovation, pour son confort d'abord, pour des problèmes de charge, etc. Enfin, tous les arguments qu'on peut mettre en avant, mais on ne va pas faire un projet pour aller chercher une subvention. On fait un projet parce qu'on en a besoin. Après, évidemment, la subvention est un effet levier important. Et localement, j'ai dit tout à l'heure que la copropriété avait pu s'appuyer sur l'offre de services de Bordeaux Métropole, mais c'est aussi ce à quoi sert l'ALEC, c'est d'aller informer les copropriétaires et le conseil syndical des syndics sur les aides existantes et donc sur ce qui est mobilisable au moment où elles se lancent dans le projet. Et ensuite,
d'inciter la copropriété à aller justement s'adjoindre dans les services d'un ingénieur financier qui va lui faire le plan de financement, qui connaît parfaitement les ficelles de financement de ce type de projet et qui donc va venir voir les collectivités publiques notamment qui peuvent apporter des subventions pour plaider aussi aux côtés du conseil syndical et du syndic ces mobilisations d'aide. Ce dispositif-là permettait d'aller à un niveau d'aide intéressant, avec des contraintes effectivement en termes de suivi et de bilan après travaux sur un gain énergétique suffisant pour atteindre le niveau ici de 72 kWh énergie finale par mètre carré et par an. Donc effectivement c'est un avis ambitieux, mais dans la mesure où beaucoup de travaux étaient envisagés, ce niveau ambitieux était atteignable. Donc la première étape a consisté à proposer un diagnostic énergétique, un audit global, de façon à permettre à la copropriété de valider un état des lieux initial consolidé et de s'assurer que ce projet était réaliste. Alors l'objectif effectivement c'est de partir du principe que le montant individuel doit être prioritaire, mis en avant. Et donc le principe c'est de dire effectivement le reste à charge, combien cela fait-il pour chaque copropriétaire dans des simulations. Et l'objectif c'est de ramener ces 5 millions à l'individu. L'individu, on parle d'un T2 ou d'un T4, la réalité c'est que le reste à charge après un financement adapté sur une durée de 20 ans et des aides, on va arriver à un effort qui va être de 2 à 3 euros par jour. Et c'est cette somme-là qu'il faut mettre en avant, c'est cet effort quotidien plus que le montant global des travaux. Alors justement, Xavier Latortue, en rapport justement avec ces aides au financement, quel a été l'accompagnement de la métropole et de la région en matière de financement ? Alors tout d'abord, l'accompagnement de la métropole, c'est aussi un accompagnement dans la méthode, oui. Et avec un guichet unique qui s'appelle Marénov et qui a vocation à accompagner dans les premières phases de réflexion des projets des copropriétaires, mais aussi en maison individuelle, oui. Sur les aspects techniques et financiers, avec un conseil gratuit, neutre, indépendant. Sur la copropriété, on est épaulé par l'ALEC, qui du coup prodigue des conseils aux copropriétaires et aux syndics. En termes de financement, sur cette opération, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a un coût total de l'opération qui dépasse les 6 millions d'euros, ce qui fait à peu près 20 000 euros par logement. Oui. On a des aides qui s'élèvent à 3,1 millions d'euros au total. Donc, on est à peu près à 50%, un peu plus de 50% d'aide par logement. Ce qui représente, quand on va le décrire, à peu près 1,6 million d'euros qui viennent de la métropole à travers le plan investissement d'avenir Écocité. Donc 40 000 euros pour la maîtrise d'œuvre et l'ingénierie financière. Alors j'insiste sur l'importance de l'ingénierie financière. Ces études permettent de vraiment de capter toutes les aides disponibles à un moment M. Oui. Les aides, les aides évoluent très rapidement entre le lancement d'un projet et finalement le vote en assemblée générale. On peut avoir des dispositifs qui ont disparu, des nouveaux dispositifs, et être à jour sur les dispositifs accessibles, c'est vraiment quelque chose de crucial pour pouvoir financer un projet. Donc sur 1,6 million d'euros, on a aussi 1,5 million d'euros du plan d'investissement d'avenir pour les travaux. Ensuite, comme le précisait Alexandre, en plus de ça, dans ce contexte assez particulier du Pontet, on a eu 1 million d'euros de la métropole et de l'État pour l'isolation acoustique de la rocade. Enfin, pour les ménages modestes de la copropriété, on a eu 240 000 euros qui ont été répartis entre les ménages modestes. Oui. Et si on prend en compte le crédit d'impôt et les certificats d'économie énergie, on a aussi un bonus, entre guillemets, de 350 000 euros d'aide pour les différents copropriétaires. Donc, on arrive à un total de 3,1 millions d'euros, ce qui est vraiment conséquent. Mais on est sur un projet exemplaire, on est sur un projet BBC. On est vraiment sur quelque chose qui fait envie. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, on a des copropriétaires qui ont certains restes à charge aux alentours de 10 000 euros, oui, mais qui ont pris 29 ans d'avance sur le reste du territoire et sur le reste des copropriétés de la métropole. Concrètement, aujourd'hui, les travaux sont terminés sur la résidence Le Pontet ?
Tout à fait. Les travaux sont terminés. Là, ce qui va démarrer à l'automne, c'est tout ce qui est instrumentalisation de la copropriété pour analyser les consommations énergétiques et voir finalement dans les faits comment ça se passe. Est-ce qu'on atteint les objectifs espérés? Est-ce qu'on est un peu en deçà, pardon? Est-ce que au contraire on les dépasse? Voir dans quelle mesure les comportements des copropriétaires vont influencer sur les performances énergétiques. Mais voilà, notre objectif, c'est aussi d'avoir cette vision objective et de la performance du bâtiment et ne pas nous reposer que sur des calculs théoriques initiaux. Donc, on est vraiment là pour alimenter notre réflexion et pour que les copropriétaires sachent aussi dans quoi ils ont investi. Donc, ça veut dire que chaque chantier de rénovation est aussi un moyen d'avoir des exemples à suivre pour le prochain, finalement, et éviter aussi les erreurs. Est-ce que ça vous sert, chaque chantier vous sert d'exemple? Tout à fait. Dans la copropriété et dans le bâtiment en général, chaque projet est unique. De par la composition des copropriétaires, de par la composition technique du bâtiment, de par le syndic et les équipes en marche. Et donc, de chaque projet, on apprend. On apprend aussi à s'alerter quand on a certaines situations qui peuvent être difficiles. On s'est très vite rendu compte que avant de se lancer dans un projet de rénovation énergétique, il fallait s'assurer qu'on avait une gouvernance saine entre le syndic et entre les copropriétaires, qu'on avait des taux d'impayés qui étaient sains là aussi. Et donc, de chaque projet, on apprend et on oriente aussi nos aides en fonction de ce qu'on apprend sur chaque projet. Oui, effectivement. En tout cas, si on a envie de découvrir cette belle résidence Le Pontet, vous pouvez nous dire à peu près où est-ce que ça se situe pour les gens qui ne sont pas à Bordeaux et qui veulent peut-être, s'ils sont de passage? Alors, ça se situe à Pessac, c'est pas loin de la Rocade. Vous pouvez la trouver de toute façon, je pense que vu la taille de la copropriété, oui, c'est ça. Sur les moteurs de recherche. D'ailleurs, je tiens à saluer le conseil syndical qui a un site internet dédié à la copropriété, donc vous pourrez voir des images de la copropriété de plus près. Très bien. Et voilà, c'est vraiment un cadre de vie qui donne envie. Très bien. Merci beaucoup Xavier Latortue d'avoir été avec nous et merci pour votre éclairage en tout cas. Et merci surtout à la métropole de Bordeaux d'avoir effectué ce beau projet qui finalement a donné de très beaux résultats. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Pierre, vous restez avec nous encore un peu. Oui, tout à fait. Parce que évidemment, un accompagnement, des aides, des subventions indispensables, mais également un reste à charge acceptable pour les copropriétaires. Alors, d'une façon plus générale, est-ce que vous pouvez, Pierre, nous résumer en quelques mots quelles sont les aides et les subventions qui existent aujourd'hui en matière de rénovation des copropriétés et en gros les conditions d'accord, parce que c'est le plus important. Oui, tout à fait. Alors justement, ce qui est très très bien, c'est que nous sommes arrivés à une période, dans un contexte avec le plan de relance, qui quelque part a changé complètement la donne. Donc avant, on était plutôt sur des travaux un peu monomaniaques, des bouquets de travaux. Maintenant, on est sur des niveaux de performance. Alexandre avait raison, il n'existe plus de réglementation thermique dans l'existant. Mais en fait, il y a des dispositifs qui poussent à aller vers des rénovations globales. Alors, le premier et principal outil, c'est MaPrimeRénov' copropriété. Donc là, c'est l'aide de l'État, c'est une aide socle qui est versée à l'ensemble du syndicat des copropriétaires, quel que soit leur statut. Donc c'est automatique? C'est automatique, avec des conditions, mais quel que soit leur statut. Ça veut dire locataire, propriétaire bailleur ou propriétaire occupant. Même les locataires y ont droit? Le propriétaire bailleur... C'est ça. Il y a droit, ce qui est une innovation qu'on attendait depuis des années. En termes de montant de travaux, c'est globalement 25% du montant des travaux, donc avec une limite de 3 750 €. On a des bonus, ça veut dire que si on avait un bien qui était F ou G et qu'on sort, si c'était une passoire énergétique et qu'on sort, on a un petit bonus de 500. Si on arrive au niveau BBC, on a un petit bonus de 500. Donc quelque part, par exemple, pour cet exemple-là, concrètement, le Pontet, c'était 4 750 € d'aide uniquement avec MaPrimeRénov' copropriété. Alors bien sûr, il faut que la copropriété soit à plus de 75% de l'eau d'habitation principale, inscrite au registre des copropriétés, que les travaux permettent d'atteindre 35% à minimum de gains énergétiques et bien sûr réalisés par des entreprises RGE parce que voilà, il faut faire attention. Il y a des qualifications, des systèmes et ça évite toute erreur et tout malentendu. Juste une chose, Pierre, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la certification BBC et la labellisation RGE? Alors, BBC, c'est un niveau de performance, c'est un label donc qui a été
créé, réalisé par une association qui s'appelle Effinergie, qui est un label qui est reconnu par l'État. Donc quelque part, c'est tout un groupe de professionnels et ils ont élaboré voilà, ce qui pouvait être une rénovation très performante. Très bien. RGE, c'est un signe de qualité, donc reconnu garant de l'environnement. Là, ça demande à l'entreprise qui l'a, à l'artisan, d'avoir suivi des formations, de s'être qualifié et quelque part d'accepter certains audits. Ça veut dire que si un audit est réalisé sur l'opération et qu'ils ne répondent pas aux critères, ils peuvent se voir retirer cette labellisation. Donc quelque part, ça protège, ça ne fait pas tout, il y a beaucoup de nettoyage à l'heure actuelle, mais ça permet déjà bien d'avancer. Très bien. Dans les autres aides, on a évidemment en complément, parce que MaPrimeRénov', évidemment, ça peut être cumulable, on a une très belle offre qui s'appelle le coup de pouce C2E rénovation, donc c'est les certificats d'économie d'énergie, où globalement c'est une bonification. Là, c'est pareil, c'est les mêmes critères, 35%, sortie de la classe F, habitation. Les montants, globalement, on arrive sur des fourchettes très proches de MaPrimeRénov' CoPro. Et donc il y a quand même des aides qui sont vraiment pas négligeables. C'est pas négligeable, ça veut dire que quand on a quelque part un projet avec 20 000 euros de travaux, on se rend compte que déjà il y a une grosse partie qui est absorbée. Alors après, on a des éco-prêts à taux zéro, donc montant 30 000 euros. Nous avons des prêts collectifs, prêts bancaires, et quelque part, un intérêt, mais ça aussi, ça fait partie de la pierre angulaire et des petits trucs et astuces. C'est vraiment la bonne adéquation en fait entre l'équilibre financier et l'équilibre technique du projet. Et c'est là où on voit ici, en plus, à 6 millions d'euros quand même, un bel équilibre. Hein, c'est vrai. Voilà. Mais c'est ce qui donne les bons résultats. Alors pour apporter une petite cerise sur le gâteau et pour finir justement tout ce qu'on s'est dit durant cette émission, je vous propose de regarder un dernier témoignage avant de nous quitter sur la valeur verte du patrimoine. J'ai réalisé récemment une étude, il y a quelques jours, justement pour regarder sur les transactions des 4 dernières années, comment le marché avait évolué sur la résidence Le Pontet. Qu'est-ce qu'on constate ? Au moment des votes des travaux, ou l'étude des travaux, on est en 2017-2018, le prix moyen sur les appartements était autour de 2 300 €. 2019-2020, pendant la période des travaux et la fin des travaux, les prix moyens sont passés à plutôt 2 700 € le mètre carré. On voit même des appartements qui se vendent à 3 000 € le mètre carré, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et même en allant plus loin aujourd'hui, en 2021, on voit des annonces sur la résidence du Pontet où on est à 3 400 € le mètre carré qui mettent en avant le BBC. Tout ça dans un marché à Bordeaux qui est plutôt un marché qui est resté stable ces 3 dernières années sur les appartements. Donc on a vraiment un effet de rattrapage par rapport à la résidence du Pontet sur l'ensemble du marché. Et c'est ça effectivement qui démontre bien qu'il y a bien une valeur verte dans le fait d'améliorer la qualité énergétique des appartements. Pierre, avant de vous saluer et vous remercier d'être venu nous voir aujourd'hui, un dernier mot peut-être sur tout ce qu'on s'était dit, peut-être un mot de la fin ? Un mot de la fin, un très bel exemple encore, voilà, parce que ce tour des régions quand même, il y a eu quelques dates et petit à petit on voit un espèce de mouvement qui prend et qui est là, qui est sous-jacent depuis quelques mois, quelques années, et on voit émerger un petit peu tous ces projets-là. Et quelque part, voilà, ça invite à prendre pour soi-même les propres décisions, sachant qu'on voit bien là sur l'ingénierie financière, vraiment tout a évolué. À l'heure actuelle, il y a de l'innovation technique, hein, évidemment, on a de l'innovation financière, on a de l'innovation sociétale, et là, quelque part, j'ai le sentiment qu'on arrive vraiment à une croisée des chemins. Et bon. Et les choses ne vont qu'en s'améliorant, on est d'accord. Ça va que dans le bon sens, c'est vraiment le moment. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Pierre Evrard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à l'AFNAIM. Et d'ailleurs, vous étiez venu il y a quelques semaines et j'espère que vous reviendrez encore parce que je trouve très sympa. Voilà. Et vous êtes brillant en plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis également. Comme vous le savez, après cette émission, de nombreux ateliers sont à votre disposition pour vous informer et tout savoir sur la rénovation des copropriétés dans votre région. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve dans 2 semaines, et oui, on fait une petite pause pour le 4e épisode de Bienvenue dans ma copro, et c'est à Montpellier que je vous emmènerai. À très vite, prenez soin de vous.